Merci beaucoup de m'avoir ici parmi vous. Je vais intervenir non pas comme un scientifique, mais plutôt comme un journaliste scientifique. Je sais que certains se demandent c'est quoi encore le journalisme scientifique. On connaît des journalistes sportifs, des journalistes économiques, mais on connaît très peu des journalistes scientifiques. Le journaliste scientifique, c'est le journaliste qui travaille avec les chercheurs, qui travaille avec le monde scientifique, qui crée le pont entre les scientifiques et le public, qui est un peu comme l'œil du public dans les laboratoires. En Afrique, on pose souvent la question que font les chercheurs. Nous, en tant que journalistes, on a reçu cette question pendant la pandémie du Covid-19. Que faisaient pendant cette période-là les chercheurs africains? Leur voix était presque inaudible. On ne savait pas ce que nos universités ont fait pendant cette période-là, alors que nos scientifiques travaillent. On dit souvent, vous avez écouté plusieurs fois cette expression qui n'est pas totalement vraie, que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Nous sommes là pour aider les chercheurs qui trouvent à pouvoir vulgariser leurs recherches. Aujourd'hui, c'est bien qu'on parle de la science ouverte, parce que la science, elle est confinée et elle doit sortir de ce confinement dans lequel elle s'est engluée. Les scientifiques, souvent, du prisme d'un journaliste, nous constatons en fait que vous vous enfermez dans une tour d'ivoire. Vous n'aimez pas communiquer. Vous avez peur du micro, vous avez peur de prendre la parole, vous avez peur en fait d'interagir avec le public. Et ça doit changer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de la science ouverte. Parce que la science, elle doit être démocratisée, elle doit être ouverte. Pourquoi? Parce que c'est un bien commun. On est tous d'accord que la science, c'est un bien commun. Elle est financée par le public. Et les résultats qui sont issus de la science, si ces résultats-là ne sont pas rendus visibles, ils ne profiteront pas aux populations qui sont concernées. Aujourd'hui, c'est important parce que lorsque on fait face à ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation, et c'est partout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont investis par des personnes qui n'ont pas compétence à se prononcer sur certains sujets. Nous, quand on fait des interviews avec des scientifiques, il te dira avec humilité, je n'ai pas compétence à réagir, interroge ce confrère-là. Mais c'est un professeur. Mais sur les réseaux sociaux, que voit-on? Des gens qui n'ont même pas de parcours académique, qui vont te dire partager dans 10 groupes et partager massivement parce que la science a prouvé. Quelle science a prouvé? C'est de la désinformation. Donc sachez, chers scientifiques, que si vous vous taisez, les charlatans vont parler. C'est important que les scientifiques puissent prendre la parole et pour pouvoir communiquer. Parce qu'il y a une étude qui a été réalisée en 2008 par le CNRS en France. L'étude a été conduite sur... Elle a pris en compte 11 000 chercheurs. Et la question qui a été posée à ces chercheurs, c'est de savoir, avez-vous l'impression de perdre le temps lorsque vous vous adressez aux journalistes ou au public? Quels ont été les résultats? Les résultats de cette étude ont montré que les chercheurs qui participent à des efforts de vulgarisation, qui participent à des symposiums, qui participent à des colloques, qui participent à des émissions, qui communiquent sur les médias, ces chercheurs-là ne sont pas préhérités ni dans leur carrière académique, ni dans leur carrière scientifique. Ils gagnaient plutôt en visibilité auprès du public, auprès des bailleurs, auprès des décideurs politiques et auprès même de leur pairs. Parce que lorsque vous communiquez, vous vous rendez visible auprès de vos pairs. Je ne veux pas dire le problème, mais pour le docteur, il a parlé tout à l'heure du fait qu'il a évoqué un problème où une étude ou une thèse a déjà été publiée et peut-être
peut-être un étudiant n'est pas au courant et il va travailler sur la même thématique, le travail qui a déjà été fait. S'il y a une communication, je pense que cela éviterait d'avoir ce genre de problème. Mais parce qu'il n'y a pas de communication qui sont faites autour de vos résultats, de vos productions, cela fait qu'on est confronté à ce genre d'erreurs qu'on peut éviter. Donc les chercheurs qui communiquent, ils seront visibles et ils gagnent beaucoup. Donc vous avez vraiment intérêt à vraiment communiquer. Aujourd'hui, on a les mass médias, on a le numérique, il y a plusieurs moyens de communiquer et lorsque vous le faites, sachez que vous participez à quelque chose. Vous participez à quoi? Vous participez à construire une société scientifiquement alphabétisée. Vous participez à construire un monde plus humain. Vous participez à aider les décideurs à prendre des décisions qui ne sont pas basées sur des opinions, sur des rumeurs, mais sur des faits scientifiques. En tant que président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, nous organisons chaque 2 ans la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. J'ai organisé la première édition à Dakar en 2022 et cette année, en juin, j'ai organisé la deuxième édition en faisant venir en Côte d'Ivoire du 10 au 14 juin 2026 des journalistes scientifiques francophones du monde entier. Après cette conférence en décembre passé, j'étais en Afrique du Sud pour la conférence mondiale. Ça c'est la conférence mondiale des journalistes scientifiques du monde entier. Moi, j'organise la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones parce que dans le monde francophone, on a l'impression que, oui, c'est pas une impression, c'est une évidence presque, vous me corrigerez si je mens, qu'on est encore dans une forme de colonisation de la science. Que nos confrères anglophones sont en avance sur les chercheurs en fait d'expression francophone. Et ce qui se passe, c'est le problème de la langue. C'est un vrai problème parce que l'anglais aujourd'hui c'est la langue de la science. On l'a vu quand le confrère Innocent a fait sa présentation. J'étais choqué de voir que plus de 115% des productions, même au Togo, qui est un pays francophone, sont en anglais. Alors que les bénéficiaires de vos projets, ce sont des francophones. Ou je dirais même que ce sont des gens qui ne parlent pas français. On a une communauté en fait qui ne parle pas, qui parle nos ethnies. Mais comment est-ce que la science elle est vulgarisée auprès de ces populations? Que vulgariser vient du latin vulgus, qui veut dire peuple. Et quand on vulgarise, on parle au peuple. Maintenant, à qui ces recherches-là, ces productions parlent? Quand c'est en anglais, est-ce que c'est toujours à ce même peuple, à ces bénéficiaires directs de vos résultats de recherche? Il faut aujourd'hui que vous investissiez les plateformes. Et pour cela, vous avez vraiment besoin des journalistes scientifiques qui vous accompagnent dans cette mission-là. Parce que nous, au moins, on sait comment fonctionne la science. On connaît quelles sont les codes de fabrication du savoir. Ce que l'homme de la rue ne connaît pas. Ça m'a rappelé l'étude qui a été faite en Grande-Bretagne. Et l'étude a permis de comprendre le fossé qui existe entre le scientifique et l'homme de la rue. Quand on a fait l'étude, on a remarqué que l'homme de la rue ne comprend rien même au processus de validation par les pairs. Ça pose un problème. Si l'homme de la rue ne comprend pas même le simple processus de validation par les pairs, qui est la pierre angulaire même de la recherche, vous demandez s'ils vont comprendre après tout ce qui va sortir de l'étude. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous devez ou parler aux gens, vous devez accepter de simplifier votre discours. Et ça, c'est que c'est un exercice un peu difficile pour les chercheurs. C'est-à-dire faire des années de recherche. Et par exemple, pour un journaliste, vous pouvez faire une communication d'1 heure et nous sommes, pour les obligations de l'antenne, obligés de réduire 1 heure de présentation en 1 minute. Ou en 2. Vous voyez que c'est assez compliqué. Vous ne pouvez pas présenter. Et c'est ça le challenge en fait pour vous, si vous voulez investir les réseaux sociaux ou le numérique. C'est-à-dire accepter de simplifier votre discours. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors il y a des journalistes qui vont vous aider à le faire. Nous, par exemple, on ne va pas utiliser la même expression. On va utiliser par exemple de la métaphore.
on va utiliser par exemple de la comparaison pour aider le public à comprendre l'information là qui est complexe. Nous allons la rendre digeste en fait. Je lisais l'ouvrage d'un scientifique togolais. Je pense que je vais lire ce qu'il a mis dans cet ouvrage-là. J'ai été frappé par une définition qu'il a donnée et je me dis que c'est un très bel exemple de simplification du discours scientifique. Je vais le lire s'il vous plaît. Je vais le chercher. J'ai fait la capture d'écran de ce livre-là que j'ai acheté dans une librairie ici. Une seconde, le temps que je trouve. Ça parle, voilà. Ok. Dans l'ouvrage, une question assez simple. C'est quoi une automobile? Question simple. C'est quoi une automobile? C'est un véhicule à 4 roues. N'est-ce pas? C'est une automobile, à l'exception peut-être des camions, des autobus, des autocars. Mais dans le livre, vous voyez comment le scientifique définit l'automobile. Simple automobile. Dans l'épistémologie bachelardienne, l'automobile est définie comme un ensemble d'idées ou de théories physiques ou scientifiques et mécaniques matérialisées, y compris celles de Joule, de Watt et de Diesel. Si vous donnez cette explication-là peut-être à ma grand-mère, vous lui parlez de Diesel, vous lui parlez de Joule, vous lui parlez de l'épistémologie bachelardienne. Mais attends, d'abord, comment vous expliquez ça d'abord dans votre langue locale pour la vieille mère? Parce que vous n'allez pas converser ou discuter avec elle en français. Vous voyez, c'est ça en fait, expliquer de façon vraiment terre à terre. Je disais récemment que nous, quand on va expliquer ce que c'est que la souveraineté au public, on ne va pas utiliser les mêmes expressions que vous. On va dire en fait simplement que c'est comme un pays qui a perdu le contrôle du volant de sa voiture et que le pays est assis, mais c'est un autre qui le conduit. Il ne sait pas où il va. Ou comme une maison où le propriétaire n'a pas la clé de sa propre maison, mais que la clé, elle est détenue par une autre personne qui contrôle la maison. Vous vivez dans la maison, vous-même, vous ne détenez pas la clé. Donc, nous, on va essayer, par exemple, de trouver des expressions comme ça, des analogies, des comparaisons, des métaphores pour simplifier ce discours. Parce que c'est important que la population ou le public soit informé. Parce que si elle est informée, elle va se forger elle-même des opinions indépendantes sur la science. Parce que quand on parle de la science, il ne faut pas aller loin jusqu'à penser à Einstein. On parle de l'eau qu'on boit là. On parle de l'agriculture, de l'environnement, de la santé. Donc, et comment les décideurs peuvent prendre des décisions si eux-mêmes ils ne sont pas suffisamment informés. Lors de l'année dernière, lors de la conférence mondiale des journalistes scientifiques en Afrique du Sud, le ministre de la Science a dit quelque chose que il ne comprend pas pourquoi en 2025, on a encore des décideurs politiques qui prennent des décisions, il dit, à partir de n'importe quoi. C'est-à-dire que si les décideurs politiques eux-mêmes ne sont pas informés, suffisamment informés, ne lisent même pas, ne connaissent absolument rien, comment vous voulez que ces décideurs-là prennent des décisions qui sont basées sur les résultats produits dans nos laboratoires? C'est un problème. Donc l'enjeu, lorsque vous communiquez, lorsque vous allez vous ouvrez la science à d'autres mondes, c'est l'avantage, ce n'est pas seulement les bailleurs qui vont vous reconnaître, ce n'est pas seulement les journalistes qui vont vous faire appel, ce n'est pas uniquement le public qui reconnaît en vous l'utilité de la science, mais aussi vous aider les bailleurs à prendre des décisions qui sont basées sur des évidences scientifiques et non pas sur des rumeurs et non pas sur du charlatanisme, comme on l'a vu lors de la pandémie du Covid-19, où nous tous, je pense, on est dans les groupes familiaux sur WhatsApp où je pense la belle-mère ou le papa te dit « avec le charbon, avec l'ail, avec tout ça là, tu peux guérir. » Quelle étude l'a prouvé? Quelle étude? Mais où étaient les scientifiques? Franchement, en communiquant assez, parce qu'aujourd'hui vous avez l'obligation de communiquer. Pourquoi? Lorsque vous sortez, tout le monde a la tête baissée sur le téléphone. Tout
aujourd'hui a un téléphone, a un compte WhatsApp, parfois même 2, 3 comptes. Et la tête, ce n'est pas comme ça qu'on construit ce continent-ci. On fait beaucoup, mais qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est pas seulement un enjeu de la francophonie. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique entière dispose de 1% des brevets, ce qui est problématique. La population scientifique, actuellement, la population scientifique africaine, c'est 2,4%. Alors que notre continent, c'est 18% de la population mondiale. Il y a un problème. Nous produisons 4% des publications. Il y a un problème. Et le vrai problème pour moi, ce n'est pas seulement les chercheurs. Moi, je ne vous jette pas la pierre tout de suite. Je pense aussi que c'est parce que nos États ne font pas de la science une priorité. Et ça, on doit faire de la science une priorité. Parce que lorsqu'on investit dans la science, on mise sur l'avenir. On mise sur le développement. Et je ne sais pas pourquoi depuis on n'a pas compris qu'il faut investir dans la science. Et je pense que là peut-être vous avez aussi un rôle à jouer, à continuer de faire le plaidoyer par l'organisation de ce symposium, des colloques pour parler, pour que les bonnes oreilles entendent que c'est important d'investir vraiment dans la science. La science elle est fondamentale et la science elle nous concerne. C'est elle qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est elle qui nous permet de nous projeter en tant que nation. C'est elle qui nous permet de trouver même les solutions. Parfois, le scientifique, excusez-moi de le dire, je le compare en griffe. Hein. C'est un peu comme un fou savant. C'est-à-dire, il est là et soit il réfléchit à apporter des solutions aux problèmes. Mais s'il fait tout ça et que son résultat n'est pas traduit, n'est pas rendu visible, vous fatiguez le chercheur. Lui-même n'est pas heureux à la fin parce que les résultats doivent pouvoir être traduits. Ça, c'est important, rendre visible en fait les résultats de la recherche. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on va continuer à être ce continent-là qui est relégué en arrière. On va continuer à utiliser les câbles importés par nos petits-enfants chinois qui vont encore nous faire, ne serait-ce que même des incassables qu'on ne peut pas produire ici. Et je pense que c'est un danger pour l'avenir de nos nations africaines en fait. Il faut aller vers la souveraineté et scientifique. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'on est optimiste, n'est-ce pas?